Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va nickel. Est-ce que tu te sens bien? Là, je vois que Oui, tu es bien entourée avec une belle plante verte, du soleil. exactement. Donc franchement, tu as l'air tellement à Bien. l'aise dans cet environnement. Je suis très contente en tout cas que tu sois avec moi aujourd'hui pour parler de cet art que tu chéris, on va dire, ces disciplines artistiques. Parce Oui. que pour le coup, Mélissa, tu navigues entre pas mal de choses. Et je vais déjà te poser une question que je pose à tous mes invités. Mélissa, qu'est-ce que l'art pour toi? Eh mais attends, là, j'ai complètement oublié de faire un truc. Je ne t'ai pas présenté Mélissa. Mais c'est n'importe quoi. On va y remédier tout de suite. Écoute, depuis que j'ai emménagé dans mon nouveau cocon, j'adore regarder le ciel en observant les étoiles. Car le ciel par chez moi est vierge de toute pollution visuelle. Et cet été, l'été dernier plutôt, j'en ai hyper bien profité. Et je peux te dire que l'univers de Mélissa me fascine, car elle a réussi à proposer une astronomie créative et pédagogique en mêlant sciences humaines, photographie et poésie. Mélissa, c'est la fondatrice du premier observatoire itinérant de France qui crée cette passerelle entre sciences et sciences humaines et par là a étudié l'astronomie dans sa dimension anthropologique. Avec son observatoire itinérant Stellarius, elle nous invite donc à comprendre un peu plus ce que le ciel a à nous offrir. Elle est passionnée de littérature orale et d'anthropologie et elle nous partage tout ce que les contes et les légendes peuvent nous apprendre sur nos sociétés. Bon ben voilà, c'est fait. J'espère que cet épisode va te plaire. On retourne à la première question de l'interview. Qu'est-ce que l'art ? Alors ça, c'est une question piège. Non, Non, dans le sens, ça c'est vous pas avez la 3 première à ça me le dire en non, plus, mais mais ça fait genre, vous avez 3 heures, dans 3 heures la réponse au bac, qu'est-ce que là? Alors, du coup, sujet de oui, philosophie, voilà, c'est ça. année 2022. Alors je comprends pourquoi des gens t'ont dit: «Oh mais c'est dur» parce qu'en fait, pourquoi c'est dur de répondre à cette question? Parce que pour moi, en tout cas, l'art peut revêtir plusieurs sens. Il y a Hmm. pas de fait, ce serait très difficile de donner une seule réponse qui viendrait fermer, Englobé. voilà, ou limiter l'art, à une seule et unique définition, vocation et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qu'on pourrait dire, parce qu'il faut quand même répondre à la question, qu'est-ce que l'art pour moi en tout cas? Je dirais que, l'art pour moi c'est quelque chose qui est précurseur, qui ouvre la voie à quelque chose, et ce quelque chose, ça peut être des prises de conscience, des engagements, un engagement politique, un Hmm. renversement de l'ordre mondial, de la manière de penser, d'être au monde, etc. Et pour moi, l'art vient capter en fait ces choses-là de manière très fine et ouvre des portes, ouvre des voies, des pistes de réflexion et de déconstruction très fortes, très puissantes. Je dirais ça. Ah, c'est magnifique Voilà. ce que tu viens de dire. Et pour tout te dire, je pose cette question justement pour ne pas avoir systématiquement la même définition à chaque fois. Parce que comme tu l'as très bien dit, l'art, c'est très subjectif en fait. Oui. C'est propre à chacun. Et c'est pour ça que je souhaite que les personnes que j'invite s'expriment là-dessus. Et ton point de vue est hyper intéressant parce que tu as raison, c'est vraiment une façon de faire voir les choses autrement. Oui. Donc c'est vraiment ça, c'est très Pour beau ce que moi, tu as c'est dit. ça, c'est ce que je ressens vraiment, tu vois? Enfin, je remarque que souvent l'artiste va capter des choses dans l'air du temps qui ne sont pas encore arrivées à la conscience Mmh. de la masse, enfin des personnes et c'est en ça que l'artiste se positionne comme, quelqu'un de précurseur et que, l'art va ouvrir la voie, précède la voie de l'engagement politique et cetera. Enfin, il y a quelque chose là qui se place là, tu vois? Dans ça, en fait, pour moi. Ouais, dès le début d'un cheminement en fait, qui pourrait être sociétal, comme Voilà, tu l'as dit. c'est comme Ouais. si, l'artiste était, en avance sur le retard des autres, tu vois? C'est Mmh. Ah j'adore! c'est un J'adore, peu ça, j'adore. tu vois? C'est voilà, le temps que ça se diffuse, que les gens prennent Mmh. conscience de certaines choses, bah, on étonnamment, on s'aperçoit que des artistes ont déjà pensé ces questions-là, à un moment ou à un Mmh, autre. tout à fait. Bah, écoute, c'est une très belle entrée en matière, Mélissa. Je sens déjà que cet épisode va être Ça va merveilleux, être, c'est génial. ça va envoyer du bois. Ah ouais, ça va envoyer du bois, exactement. Et Voilà, vraiment. du coup,
Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur toi, à la fois en tant que chercheuse indépendante Mmh. en astronomie et en sciences humaines, mais aussi, si tu le souhaites, en tant qu'entrepreneur? Dis-nous tout. Alors, du coup, donc, je suis Mélissa, je suis chercheuse indépendante en astronomie et en sciences humaines. J'ai créé l'Observatoire astronomique Stellarius en 2018, d'abord sous format associatif, puis par la suite, là, j'entame ma 2e année sous format entreprise. OK. Et du coup, l'observatoire a été pensé pour être un observatoire itinérant, donc je me déplace partout. C'est voulu, hein, ça a été pensé comme ça parce que je Comme voulais ça dès le vraiment être départ. ouais, je voulais être actrice vraiment du territoire dans lequel je suis. Je voulais aussi que l'observatoire puisse refléter mes engagements politiques, mais pas que. Et donc du coup, l'itinérance s'inscrit vraiment dans cette dimension-là. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que j'ai expérimenté d'abord le modèle associatif qui ne me correspondait vraiment pas du tout. Notamment à la fois par les idées que véhicule le modèle associatif. Hein, je dis pas qu'il faut des associations. Le modèle associatif, pour moi, limite un peu est limitant au niveau de la créativité, Ouais. limite au niveau du projet. Et quand on est sous un format associatif, on n'est plus maître à bord de son propre navire, quoi. Et ça, pour moi, ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est d'être vraiment mettre à bord, quoi. Je veux dire, pouvoir naviguer comme moi je le souhaite et ne pas avoir à rendre des comptes. Ouais, et puis d'une certaine Nécessairement à chaque façon, fois. de la même façon qu'un salarié dans son entreprise C'est peut ça. se sentir, cloisonné, enfermé par sa hiérarchie ou simplement par la stratégie de l'entreprise, tu ressentais Oui. cet enfermement également dans le milieu associatif? Oui, parce que dans le milieu associatif, si on veut vivre correctement, de son art ou de son activité, cela suppose aussi de faire appel à des, subventions et donc du coup, pour pouvoir, débloquer un salaire, ça peut être beaucoup plus long que sous le format entreprise, Ouais. et le fait de devoir, justifier en fait, les choix, qui sont posés, en termes de créativité ou de mise en place de projets, bah, en fait, ne me correspondait pas. C'est-à-dire que j'aime quand j'ai une idée, que j'ai envie de la réaliser, ça peut paraître étrange, hein, de dire ça comme ça, mais à ce stade-là de ma vie, je suis convaincue que moins il y a d'intermédiaires, mieux c'est. Je veux dire, plus si on multiplie trop les intermédiaires entre soi et la réalisation du projet, bah, c'est prendre aussi le risque que le projet ne soit jamais mis dans le monde. Voilà. Et de fait, alors je dis pas parce que c'est bien qu'il y ait des associations, il en faut, et qu'il y ait des subventions, c'est très bien aussi, mais ça peut à certains moments être limitant dans la mise en place, la mise au monde de certains projets, de certaines De idées. certains projets, ouais. Oui, C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est en milieu associatif, pour l'avoir aussi touché du doigt, on sent une forme de dépendance, en fait, oui, assez c'est ça. importante entre, en effet, comme tu l'as dit, les subventions. Clairement, il y a des Mmh. associations qui sont sous perfusion, hein. Oui, c'est ça, Si exactement. la subvention n'arrive pas, ben, rien ne se passe. Et puis même au Mmh. sein même de l'association, tu peux être bridé parce que, par le statut déjà, Oui, et puis aussi par, la vocation, qu'une association doit avoir en France. mmh. C'est-à-dire, ne pas faire de profit, C'est ça. ne pas être forcément, bah, lié, on le disait avant de démarrer, au monde capitaliste, en fait. Oui, Donc, c'est ça, exactement. Et de fait, l'association est associée à une idée d'engagement presque pur, éthéré, mmh, comme une sorte d'oblation, de don de soi ouais, en faveur du collectif. Et donc vouloir vivre de son activité en étant, sous format associatif, c'est comme si c'était antinomique dans l'idée qu'on se fait de ce que doit être l'association. Et en ça peut être aussi un peu, le mot n'existe pas, mais schizophrénant, tu vois? Je veux dire, c'est ouais, dans le sens où ça peut créer trop de dissension ou de dissonance à l'intérieur de soi. ouais. Aussi de dire: «Bon, j'ai envie de vivre de mon art, de mon activité et à la fois, je suis engagée dans un modèle qui, lui, prône quelque chose de l'ordre de l'oblation, du don, Mmh. du soin par le et cetera». Et comment moi je résous en fait le décalage entre ça et Entre le les 2. besoin aussi, bah, de manger, de payer son loyer, de vivre, enfin de pouvoir être au monde, tu vois, de manière, saine et sereine. Mmh. Donc ça, des fois, bah,
le modèle associatif limite ça pour moi. Et comme tu le disais, c'est juste aussi je remarque que beaucoup d'associations sont sous perfusion et donc se retrouvent, ont des super engagements, mais ne savent pas voilà, si l'année d'après ils vont pouvoir perdurer, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à salarier cette personne. C'est le cas dans les associations scientifiques. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à embaucher cette personne. Du coup, ils font aussi appel à des... Là, ça porte un nom, tu sais, des sortes de... Alors, c'est un statut qui a été créé là, il y a quelques années, c'est le truc civique, là, enfin... Ah oui, le mot m'échappe. Ouais, le service civique. Voilà, service civique. Ouais, ah ouais, non, mais ça, non, mais on peut en parler pendant des heures de ça. Mais exactement. Et en fait, du coup, on se dit, bah oui, donc déjà, tu dépends de subventions et c'est pas toujours évident d'arriver à tout faire entrer, puis il faut salarier des gens. Et comme du coup, ben, l'association n'est pas pérenne par elle-même, elle a besoin que des personnes s'y engagent, mais du coup, les gens qu'on va aller chercher pour ça va être des jeunes qui vont pas être payés ou sous-payés au détriment d'une personne qui a une expertise, qui a aussi, enfin, qui aurait fait un travail génial à cet endroit-là. Donc, du coup, je trouve que le service civique est un peu, bon, je vais le dire comme ça, c'est peut-être un peu vulgaire, mais c'est un peu bâtard, quoi, dans le sens où mais complètement. ça vient, c'est comme coller un plat sur une lampe de bois. Enfin, pour moi, ça ne résout pas en fait les difficultés que l'on rencontre dans l'associatif. En fait, ça ne mais tu as tout à fait raison. Ça rajoute une difficulté au fait que l'association ne puisse pas vivre d'elle-même, en fait, clairement. Exactement. Et c'est vrai que le service civique, en tout cas pour moi, c'est une tannée, en fait, parce que ça maintient déjà des personnes, et le plus souvent des jeunes, comme tu l'as dit, dans une situation précaire, voire très précaire, sous couvert de biens publics et sous couvert de biens communs. Si un politique nous écoute, si vous pouviez arrêter ce truc, ce serait quand même pas mal. Et votez pour nous. Non, je rigole. On va faire notre propre ministère. Exactement. Votez Mélissa et Élodie pour éradiquer ce truc, quoi. Mais c'est vrai, parce que à la fois, c'est juste parce que déjà, c'est ouvert à certaines tranches d'âge. Donc déjà, ça automatiquement, ça discrimine. Tu vois, je veux dire, donc en gros, si tu dépasses la vingtaine, c'est fini pour toi. Ça oblige des jeunes jusqu'à 20 ans, 25 ans à être dans un emploi précaire, puisqu'en fait, un service civique ne permet pas de payer des factures de manière correcte. Je veux dire, voilà. Clairement pas. Alors, on va invoquer l'expérience que ça suscite, mais je veux dire, l'expérience ne permet pas de manger. Et l'autre chose qui me paraît aussi discriminatoire, c'est que du coup, des personnes qui pourraient être qualifiées pour ce travail-là ne pourront jamais prétendre à cet emploi, je veux dire, ne pourront jamais postuler, etc., du fait qu'elles ne sont pas éligibles au service civique par rapport à l'âge et par rapport au fait que c'est moins coûteux de prendre un service civique que d'embaucher quelqu'un de réellement qualifié et qui a de l'or dans les mains, qui va peut-être faire un truc génial pour la structure, mais ça, on le saura jamais parce que la personne continuera à devoir chercher et galérer peut-être à trouver un emploi. Pour moi, le service civique, c'est un non-sens. Ouais, non, mais clairement, je m'inscris complètement dans ce que tu dis. Et toi, du coup, qui est passé de l'association à l'entreprise, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as été amené à créer justement ce nouveau concept qu'est l'Observatoire Stellarius, qui pour moi est... Enfin, c'est même pas pour moi, c'est pour tout le monde. Et le premier en France à mêler justement astronomie, anthropologie et littérature orale. Explique-nous un peu comment tu as été amené à créer ça. Alors, en 2018, j'ai l'idée de créer un observatoire. Enfin, au début, ça devait être une école d'astronomie. Ok. Donc, pardon pour ceux qui m'ont entendu déjà raconter ces trucs-là, mais je suis obligée de repartir du début. Non, mais tu seras forcément écoutée par de nouvelles personnes, ne t'inquiète pas. Non, mais c'est pour dire, je peux comprendre que des fois, ça peut être redondant pour des personnes qui réécoutent. Mais c'est vrai que c'est intéressant de reprendre le processus, en fait, parce que souvent, tout à fait. Je remarque qu'on voit des gens qui parlent de leur projet et c'est comme une rivière souterraine, c'est-à-dire qu'on n'a jamais accès à ce qui s'est passé en fond et on n'a jamais accès par souci de transparence. Les gens ne communiquent pas sur comment les choses se sont faites. Or, on a besoin aussi d'accéder aux étapes parce que quand on a accès au processus, ça nous donne des idées à nous-mêmes, ça met en réflexion, ça met en travail des choses. Donc du coup, au départ, Stellarius devait être une école d'astronomie parce que j'avais une passion pour les pédagogies alternatives, Montessori et compagnie, que j'avais aussi des diplômes dans l'animation, mais pas que
l'idée de m'engager là me plaisait beaucoup. Or, au moment où je veux créer Stellarius comme une école, la grosse entité qui chapeaute en fait les écoles d'astronomie en France me met un veto, me dit non. En gros, on ne te connaît pas assez, on ne sait D'accord. pas ce que tu vaux en gros, tu vois. Et donc, on peut pas te labelliser école dans l'immédiat. Et là, première douche froide, je me dis bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux pas faire d'école. Et bien, je leur dis c'est pas grave, c'est pas un souci, je vais faire un observatoire. Ok. Donc, je dis bon bah, il n'y a pas d'école, je passe au niveau au-dessus, c'est pas un problème. Et ça me fait penser, alors c'est une anecdote religieuse, mais alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je la trouve assez marrante. Donc il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une sainte qui est rattachée à Lisieux, à la ville de Lisieux. Et des gens, c'est une anecdote que j'avais entendue il y a longtemps, mais j'aime bien parce que je la trouve marrante. Et donc en fait, on raconte que des sœurs de la congrégation viennent voir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en disant bah, ma sœur, là on est face à une difficulté et c'est très compliqué pour nous, on ne sait pas comment faire pour passer au-dessus, c'est comme un mur, on ne sait pas, on est en galère. Et là, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aurait répondu, eh bien si vous n'arrivez pas à passer au-dessus, bien passez en dessous. Et ben là c'est pareil, c'est-à-dire que en gros, puisque je ne pouvais pas passer au-dessus, je suis passée en dessous et donc j'ai décidé que ça allait être un observatoire. Ok, super. À ce moment-là, du coup, je le pense sous format associatif parce que très bêtement, tout ce qui se fait autour de l'astronomie se fait sous format associatif. Donc moi, j'ai suivi le mouvement en disant bon c'est que là il y a quelque chose là. J'avais aussi de l'expérience dans le milieu associatif où j'ai roulé ma bosse pendant de nombreuses années. Je me suis pas mal engagée dans le milieu associatif, donc j'avais aussi une expérience. Et je me disais bon il y a peut-être quelque chose à faire là. On part sur de l'associatif, on part sur un observatoire. Le public est au rendez-vous. Ça fonctionne, c'est-à-dire que je propose les premières soirées, ça marche. Je sens bien que cette manière d'amener l'astronomie un peu différemment, et puis je me suis inspirée des pédagogies alternatives. Donc notamment Montessori, c'est le fait de permettre à l'enfant de faire. Donc je m'inspire de ça, je m'inspire de Charlotte Mason qui est une pédagogue anglaise aussi. Elle avait une image du banquet, elle dit le savoir, la connaissance, c'est comme inviter des gens à un banquet, il faut qu'il y ait plein de choses à manger et chacun se nourrit de ce dont il a faim, etc. Okay. Et donc je me dis, ce qui serait génial, ce serait de faire un observatoire avec des soirées au cours desquelles les gens puissent manipuler et se servir eux-mêmes des télescopes, des lunettes, etc. Parce que dans ce milieu-là, ça se fait pas. C'est-à-dire qu'en général, les gens viennent, ils font la queue, ils regardent dans le télescope et puis ça s'arrête là. Et moi, je me dis, non, ce qui serait génial, c'est que les gens fassent, qu'ils touchent l'objet, qu'ils apprennent à s'en servir, etc. Et que les gens soient vraiment acteurs et actrices de la soirée, qu'ils ne soient pas là de manière passive. Donc ça commence comme ça. Et donc là, forcément, ça marche. Les gens sont contents, les gens passent une bonne soirée. En plus, on fait en sorte que l'ambiance soit bonne, de créer du lien avec les personnes entre elles, dans le groupe, etc. Et à ce moment-là, pour moi, une soirée réussie, par exemple, c'est quand les gens qui ne se connaissaient pas se disent au revoir ou se claquent la bise en partant de la soirée. Là, je me dis, bon, là, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé là, et là, ça a marché. Donc, j'en suis là, le public est réceptif, mais je galère à en vivre. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me dégager de salaire, je n'arrive pas à en vivre. Il existe à ce moment-là une sorte de possibilité d'être financé. Enfin, l'État peut aider à créer un emploi salarié au sein de l'association. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir une certaine somme, etc. Enfin bon, donc moi, je galère vraiment à tous les niveaux. Là, ça marche pas. Et donc, comme ça marche pas, je me souviens, c'est au cours de l'été, je m'aperçois que là, je peux pas être salarié. Arrive le mois de septembre et je pars travailler dans un magasin bio. Je vais vendre des fruits et des légumes. Donc dans mon village à l'époque, donc il y avait un petit magasin bio très engagé là-dessus sur le bio, etc. avec des belles valeurs. Et puis je deviens épicière. Donc je pars vendre des fruits et des légumes tout en gardant Stellarius là dans un coin parce que il faut bien que j'ai un loyer, j'ai des factures, j'ai aussi un enfant, donc j'ai des charges, etc. Donc là on se rapproche de la période de confinement, je suis là, toujours en réflexion. Alors là, tout s'enchaîne, c'est-à-dire que du coup, je travaille toujours au magasin bio, je me blesse au genou, et là, je prends ça comme une porte de sortie. Je me dis, bon, en fait, là, c'est que je sens que je suis pas à ma place et que j'ai vraiment envie de retourner à fond dans Stellarius, mais qu'il va falloir que je change des choses. Et donc, c'est pour ça que je dis tout s'enchaîne, parce que dans le même temps, on va connaître le confinement. Ma mère, donc je suis aussi l'aidante familiale de ma mère, donc j'ai une mère qui est malade, qui a eu un cancer, qui a perdu une partie de la vue, et donc je suis son aidante familiale au quotidien. Donc on vit dans le même village, je suis très proche d'elle, etc.
qui fait une récidive de son cancer. Et donc Mmh. là, je me vois dans le même temps devoir l'accompagner dans sa mort, en fait. OK. Et donc, tout ça se chevauche. Il y a la blessure, le confinement, je quitte le magasin bio. Ma mère fait la récidive de son Décède. cancer. Voilà, donc là, on est, je sais pas, c'est passé 6 mois, un truc comme ça. Enfin, genre 6 mois, un peu plus de 6 mois, je crois. Et dans le même temps, je pars me former au Centre méditerranéen de littérature orale qui est situé à Alès et je OK. fais toute une formation sur les récits tradition orale et les sciences humaines. Et là, il y a quelque chose qui jaillit dans mon cerveau, là, je dis, oh mon Dieu. Donc je m'intéressais déjà au conte, je fais partie d'une association de conteurs. Donc le conte est là, il fait partie de ma vie, c'est quelque chose qui est déjà là. Mais quand je vais faire cette formation-là, là, d'un coup, il y a comme une étincelle, tu sais, tu sens que là, waouh, Ça pop dans ta tête, ça quoi. pop. Et là, tu dis, bon, ok, là, il y a quelque chose à faire avec l'astronomie, les sciences humaines et la littérature. OK, Ça super. se met en travail. Et ça va se mettre en travail un certain temps, comme ça. Ma mère décède en janvier 2020, c'est ça. Et en avril, je recrée Stellarius, mais sous format... ça devient une entreprise. OK. Dans la foulée, je déménage aussi. Donc tout s'enchaîne d'un coup, tu sais. Tout s'enchaîne vraiment, quoi. Tout Ouais, ouais. s'enchaîne vraiment, tu vois. Je quitte le job, il y a le confinement, j'accompagne ma mère, il y a cette formation. Ça pop-up dans ma tête. On trouve donc je le dis en toute transparence, là, donc là, la maison dans laquelle je vis, et nous en sommes propriétaires, je le dis parce que c'est une discussion que j'ai eue avec mon compagnon Mathieu en disant, mais est-ce qu'on peut être aussi transparent sur ces choses-là? Ah, mais Oui, complètement. parce que des fois, on a l'impression que les gens, ça roule, ils en vivent, mais on ne sait pas comment ils en vivent. C'est-à-dire, je veux dire, peut-être ils sont rentiers et que Ouais, du c'est coup, ça. ils arrivent à en vivre aussi parce qu'ils sont rentiers derrière, tu vois. C'est ça. Donc, du coup, on a l'opportunité d'acheter une maison, non pas parce qu'on est des riches héritiers, non, c'est que mon compagnon possédait une maison qu'il vend et donc on achète une maison, enfin un loft dans la foulée derrière, donc je le dis en toute transparence. Donc ce qui fait aussi que je peux vivre très sereinement de Stellarius, c'est aussi parce que je n'ai ni de crédit ni de loyer à payer, et ça c'est important de le dire. Ouais, tout à Donc fait. là, je le dis vraiment en toute transparence, j'ai pas de gêne là-dessus, mais de dire que ça fait partie. De fait, je peux vivre de mon activité parce que j'ai aussi des charges que je n'ai pas à payer mensuellement, et donc je peux me permettre de vivre plus sereinement de ce que je gagne, en fait. J'ai pas besoin de faire trois fois plus pour pouvoir vivre. Ouais, ça, pour c'est pouvoir important de le dire. combler cette partie-là Exactement, aussi et de ta c'est vie. important de le dire parce que alors pourquoi je le dis en toute transparence? Parce que plein de fois, j'aime beaucoup étudier le parcours des gens, c'est un côté social, j'aime comprendre et décortiquer les choses. Et combien de fois je vois des personnes, notamment sur les réseaux sociaux, où ça roule, ils en vivent, on a l'impression que je veux dire, c'est guinguette, comme on dit chez nous. Ouais, Tu c'est sais, c'est ça. genre, ouais, Wouh! Je suis sortie de chez moi et hop! oui, que ça Le marche, que succès est du coup, arrivé, quoi. ils Ouais. voyagent, ils ont des millions, ils ont une entreprise à 6 chiffres, tu vois, ce récit-là. Parce que n'oublions Ouais. pas qu'on vit dans une société de récits. Les gens se mettent en récit aussi Tout à dans fait. une histoire. Enfin, je veux dire, et notamment les réseaux sociaux, c'est vraiment une plateforme de la mise en récit, mais pas la mise en récit juste. La mise en récit qui peut parfois être pas du tout ajustée et pas du tout dans le C'est vrai. ça. Et Donc, amplifiée et quelquefois même exactement. fictive, quoi. Exactement. Et donc, c'est vrai que, par exemple, on peut voir des entrepreneurs et dire, ah ouais, ils réussissent bien. Sauf que derrière, ils ont d'abord été salariés et qu'au moment de leur salariat, ils ont acheté une maison, que par exemple, la maison, peut-être qu'ils la louent et que du coup, ça génère un revenu mensuel qui fait que ça leur permet aussi de vivre tout en ayant leur entreprise à côté qui va aussi générer du revenu. Et quand tu as plusieurs revenus à la fois, eh bien, forcément, tu as moins besoin de trimer ou tu te sens moins en difficulté dans ton entreprise. Et donc, le récit que tu vas en donner va être beaucoup plus positif que la personne qui, elle, a de multiples charges et entre deux dans son entreprise, n'arrive pas encore à perdurer dans le temps, à être pérenne. Et donc, ça, je pense que c'est important de remettre des récits à leur juste place et de redire des choses de manière juste. Ouais, Donc, tout à fait. C'est hyper important. c'est important, voilà, donc de le dire. Donc à ce moment-là de ma vie, dans le même temps, donc je perds ma mère et aussi dans ce même temps, je change de lieu de vie et donc dans un lieu de vie dans duquel je suis, enfin voilà, je suis pas locataire c'est chez moi, c'est chez maison. toi. Voilà. Donc ça c'est important parce que du coup, donc Stellarius devient aussi quelques mois après une entreprise.
L'observatoire était déjà pensé avec cette idée de l'itinérance, sauf que je vais la penser et la repenser encore pour vraiment aller chercher vraiment la fibre, enfin je sais pas comment expliquer L'essence. l'essence, voilà, Ouais. et que si c'est itinérant, c'est pas juste pour le plaisir et la beauté du nomadisme, Ouais. non. C'est aussi parce qu'il y a un enjeu politique, sociologique aussi, du fait de Mmh. faire ce choix de l'itinérance. OK. Non, mais c'est super, merci en tout cas d'avoir partagé justement ce processus parce que je trouve, tout comme toi, hyper important en fait que les gens comprennent comment une personne, est arrivée à un point B C'est et ça, par quelle, sous-étape il est passé exactement. avant d'y arriver. Parce que pour moi en plus, ton concept, au-delà d'être novateur, pour moi, il est purement artistique. C'est-à-dire que tu as réussi, du coup à créer une activité, créative autour de Mmh, 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 l'astronomie mmh. qui touche au final, à des besoins concrets des personnes. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, dans les observatoires Mmh. classiques, on te met devant la lunette Exactement, et puis c'est tout. Tu touches pas aux choses. Du coup, ça touche à nos sens, à nos émotions, à exactement. notre intuition, à notre intellect et ça, c'est vraiment stimulant, en fait et je suis limite déçue de ne pas être dans le Var pour, Je me pour, déplace partout, je ah! me déplace Génial. partout. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que là j'ajoute ça, c'est que, quand on est je dis pas qu'il faut pas d'observatoire fixe, enfin quand, mes propos valent pour Mmh. mon expérience et ne sont pas la condamnation, le jugement de ce que font les autres de De ce manière que font différente de les moi. autres, ouais, tout à Voilà, fait. c'est juste que j'analyse ma propre expérience. Mmh. Je fais une sorte de métacognition en fait Mmh. de ce que j'ai traversé, de comment ça s'imbrique et des enjeux qui sont sous-tendus enfin qui sous-tendent en fait ma démarche. Et je trouve que c'est important de mettre en réflexion ces choses-là en fait, Mmh. parce que Et puis non mais du coup et pour moi c'est important. Donc c'est vrai que c'est pas du narcissisme d'analyser ces choses-là. Non, c'est d'accéder à une meilleure compréhension, à la mmh. fois des processus, à la fois de ce qui nous constitue, et cetera, et d'être dans des choses beaucoup plus clarifiées. Et ça, c'est important. Et donc, c'est vrai que dans toute démarche, on a l'impression que les personnes réussissent du jour au lendemain et que ça arrive comme ça, je sais pas, comme si d'un coup c'était un effet magique, tu sais. Ouais, Non, c'est comme le lutin qui trouve un chaudron, voilà, sous ouais, un c'est ça. arc-en-ciel, quoi. C'est un peu ça, alors que pas du tout. Heu, et souvent la démarche artistique, c'est une démarche qui se nourrit depuis des années. Je veux dire, Mmh. on est tous enfin moi on en parlait tout à l'heure, avant de commencer l'enregistrement, mais tu écris depuis que tu as l'âge de 12 ans. De 12 ans, ouais, tout à Donc fait. je veux dire, donc il y a des choses c'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup comme ça, enfin tu vois? Mmh. Ça a pas été soudain. Donc à la fois, c'est une démarche, c'est qui se et comme je disais, comme pour moi les artistes sont précurseurs de réflexion de ces choses-là, donc il y a forcément de la mise en réflexion, de la mise en travail, de l'observation qui se fait, d'une façon ou d'une autre et qui va se retranscrire soit par soit par la pensée, soit de manière artistique dans l'œuvre, dans une démarche, et cetera. Donc du coup, là, c'est pareil, c'est-à-dire que pour en arriver à ce qu'est Stellarius aujourd'hui, eh bien, en fait, quel a été le processus? C'est que j'ai vécu une vie, enfin, j'ai continué Ouais. j'ai vécu ma vie, enfin, tu vois? Et la vie, bah, Mmh. elle est jalonnée d'étapes. Je veux dire, voilà, il y a eu un confinement, moi, j'ai connu le décès de ma mère et ça aussi, le deuil peut être extrêmement fécondant. Je veux dire, Mmh. le deuil peut amener de la vie, peut amener de la beauté, peut être transcendé. Et pendant que j'accompagne ma mère dans sa fin de vie, j'ai fait des photos, je l'ai enregistrée. Mmh. J'ai un enregistrement, elle me dit qu'elle m'aime, qu'elle est fière de ses petits-enfants, mais moi je me dis: «C'est hyper précieux». J'ai documenté Ouais, ma tout à vie, fait. j'ai Mmh. documenté des étapes comme ça et parce que je l'ai fait, parce que je les ai vécues intensément, que je les ai aussi documentées et je les ai mises en réflexion, j'ai écrit, par exemple, j'ai tenu tout un journal d'écriture, avant la mort de ma mère, au moment où elle OK. partait et après parce que pour documenter, pour essayer de comprendre par où j'allais passer et comment j'allais y passer, en fait. Mmh. Parce qu'au départ, bah, moi, c'est la première personne, aussi proche que je perds. J'ai perdu des grands-parents, mais j'avais pas la même relation et la même Mmh. affection, le même lien et ça a été, pour moi, une expérience, je sais que ça peut choquer certains, je veux dire ça, c'est vraiment mais ça a été une expérience aussi extraordinaire. C'est en dehors de l'ordinaire, justement Ouais, tout à fait. et ça, c'est fort, tu vois? C'est fort et puis Mmh. c'est ce qui t'a permis au final de définir,
ta voix, enfin Oui, voix VOIE, mais aussi ta voix VOIX parce qu'au exactement. final, ce processus qui est de mise à l'écrit, en fait, de ce que tu as vécu, Mmh, t'a permis justement d'aller au-delà de ce que tu pouvais faire auparavant et je comprends exactement. parfaitement que tu parles de, d'étapes de vie extraordinaires parce que Oui, extraordinaire, c'est pas forcément, quelque chose de merveilleux ou de beau, mais plutôt, comme tu l'as très bien qui rappelé, échappe à quelque chose l'ordinaire. qui sort de l'ordinaire. Mmh mh. Exactement. Qui sort du Non, mais super. quotidien, de la routine et cetera et donc pourquoi je parle de ça? Parce que dans la Mmh, démarche artistique, pour moi, toute cette démarche, en fait, c'est pas parce que je vais vendre des légumes que ça s'arrête, que j'arrête d'être dans une démarche de réflexion ou de tout à fait. voilà, quand je vendais des légumes, je tenais aussi un cahier et je Mmh, notais des dialogues que j'avais avec les gens et des je faisais mon étude, sociologique, je notais des petites choses, j'écrivais. J'étais pas Ça s'arrêtait pas. C'est pas parce que mmh, on vit pas de son art à un moment donné, à un instant T, que ça veut dire que ça s'arrête en fait. On n'enlève pas la casquette, je veux dire, d'artiste ou de sociologue ou de, enfin, c'est quelque ouais, chose tout à fait qui est tout le temps là mmh et qui se, oui, qui est tout le temps là, tout le temps à l'œuvre en fait, et dans qui toutes se les étapes, nourrit continuellement, quoi. Mmh, continuellement. Donc là, bah, le fait de bosser d'aller vendre des fruits et des légumes, bah, j'ai écrit. Ça m'a fait réfléchir aussi à des choses, à des approches, ça a nourri des réflexions, fortes. Le deuil a nourri des réflexions fortes, tu vois? mmh, Tout ça est venu, le fait de déménager aussi, je veux dire, du coup, c'est aussi, accepter de faire bouger des lignes géographiques et ça, ouais, sociologiquement, je veux dire, c'est intéressant aussi de faire bouger des lignes géographiques, tu vois? ouais, Donc tout tout à ça fait. vient nourrir, vient, mettre en travail, vient, agréger des choses, en fait. Donc ça s'arrête pas. Donc je dis ça aussi pour, peut-être, rassurer d'une certaine manière, Mmh. des personnes qui peut-être se disent: «Ah mince, beh, moi je suis pas à fond là dans mon art, j'en vis pas à 100 est-ce que du coup, suis-je légitime à me revendiquer artiste?» Mais être artiste, ça s'arrête, avec la Ça ne mort. s'arrête jamais. Ah exactement, C'est ah ça, je non, veux dire, exactement. Mmh, et toutes les personnes que là, par exemple, tu vois, on a Annie Ernaux qui vient de recevoir le prix Nobel de littérature. J'aime absolument. beaucoup l'œuvre d'Annie Ernaux. J'ai aimé lire et relire ses livres. J'ai même, un de ses livres où on a accès à ses carnets parce que j'aime le fameux processus, etc. Mais je veux dire, elle a écrit depuis des années et je veux dire, et elle continuera à écrire, elle va continuer à mettre des choses dans le monde. C'est pas parce qu'elle est prix Nobel et avant, enfin, il y a pas, voilà, ça s'arrête pas, en Ça fait. s'arrête pas C'est pas, à une récompense, voilà, ça s'arrête exactement. pas, à un C'est retour, justement exactement. dans le salariat et cetera. Ouais, Exactement complètement. et d'ailleurs, on le voit, je veux dire, combien d'artistes, se saisissent, en fait, d'expériences qu'ils vivent Mmh, pour, aller, dénoncer des choses ou pour, aller, mmh, Sophie Calle, je veux dire, a beaucoup travaillé autour de la mort. ouais. Je veux dire, c'est pas anodin. Je veux dire, donc, c'est ça qui est intéressant dans la démarche artistique, c'est que tout ce qu'on est amené à vivre, d'une façon ou d'une autre, peut à un moment ou à un autre ressurgir, rejaillir Mmh, sous forme de pensée, d'œuvre, et l'œuvre peut être multiple. Je veux dire, elle a ouais, pas une complètement. forme, enfin, c'est pas quelque chose de Pas une restreint. forme unique. Ouais, Voilà, tout à c'est ça, fait. ça peut être une performance, ça peut être plein beaucoup de choses. Mmh. Donc il faut pas, enfin, je crois que, enfin, il faut pas, j'aime pas dire ça, il faut pas. Mais moi, c'est Non, pareil, je dis oui, souvent: je sais que ça il fait, faut pas», mais l'injonction, tu sais, genre il faut ci, il faut là. Mais il y a quelque chose, voilà, de se rassurer soi aussi en se disant: «Bon, bah, OK, ma démarche artistique, je l'ai commencée, depuis longtemps et elle va se poursuivre, et parfois même, elle se poursuit après soi». Enfin, pour mmh, certains OK. artistes, ça continue après leur mort. Je veux dire, on continue Ouais, exactement. à Ouais, mais oui, vas-y. complètement, là, en ce moment, à Paris, il y a une exposition que je suis allée voir d'Edouard, Munch. Je sais Mmh. jamais si c'est Munch ou Munch, mais bon, bref. On Pour a ceux com qui ne le on a compris. C'est ça, pour ceux qui le connaissent pas, c'est Mmh. le célèbre peintre de l'œuvre Le Cri, donc avec, notamment, ce visage déformé, Mmh. en peinture et cet artiste, en fait, dans cette expo, on retrace vraiment sa vie. Justement, il a été confronté très tôt à la mort Mmh, mmh de mh. sa mère, la mort de sa sœur et tout au long de l'expo, on comprend justement ce cheminement, ce Mmh processus mh. qui fait, qu'il parle régulièrement
de quête de soi, de la Oui. mort, de l'amour, on va dire des sentiments humains. Mmh mh. Et en Mmh fait, mh mh. on le comprend beaucoup mieux et on apprécie encore plus son art et ses écrits, parce que c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. On l'apprécie d'autant plus en connaissant d'où il est parti pour y arriver. Mmh mh mh mmh mh. Ça s'inscrit complètement dans ce que tu dis, et Mmh. c'est vrai que on va dire, les étapes de la vie permettent justement de nourrir, ce processus artistique et Exactement, créatif qu'on a en nous, en fait. C'est hyper important de continuer à nourrir ce compost exactement. avec, Mais oui, ouais, complètement, complètement. non, Et non, du c'est coup, ouais, et du oui, non, coup, je oui, voulais oui, vas-y. excuse-moi. Non, Je vas-y, je t'en prie. je voulais justement, parler avec toi du lien fort pour moi entre le monde de l'art et le monde de la science, parce que, c'est vrai que je travaille et j'ai travaillé et côtoyé beaucoup d'artistes qui raffolent de science, et je pense que toi aussi. Mmh. Et inversement, pour moi, la science a toujours raffolé de l'art. On en parlait juste avant. Les business angels, les grands Mmh mh créateurs de mh mh. start-up sont le plus souvent amateurs ou amatrices d'art. Et pour toi, est-ce qu'il y a vraiment ce lien fort entre l'art et la science, ou je suis complètement à côté de la plaque? Alors, je dirais que là, c'est pareil pour moi, ce serait une réponse multiple. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, il y a un lien fort d'un point de vue, culturel et sociologique parce que, ben, les personnes qui sont issues du milieu scientifique sont souvent issues de classes sociales, hautes, enfin, je veux dire, ou moyennes Aisé, ouais. plus ou enfin aisées. Mmh, Et donc souvent, bah, dans cette façon d'être au monde-là, l'art a une place importante. C'est-à-dire que le capital mmh, culturel, joue un rôle mmh. qui peut être aussi un rôle de distinction par rapport aux autres classes sociales. Donc Ouais, tout à fait. c'est aussi à ça, c'est ça aussi qui peut être intéressant d'être mis en réflexion, tu vois? Tu vois, je refais le parallèle avec, l'itinérance, mais le fait Mmh, d'être, dans l'itinérance avec un observatoire, pour le coup, je touche beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est mmh, le risque quand tu es un observateur fixe, c'est que tu peux recevoir dans ta structure, le même genre de personnes issues de la même mmh. classe, socio-économique, socio-culturelle et cetera. Donc là, pour l'art et la science, ça peut être un peu similaire là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, tout à fait. il peut y avoir aussi cette, tendance-là, sociologique qu'il faut garder à l'esprit, je veux dire, qui est Mmh, culturelle, qui est le lieu d'une construction, voilà. mmh. Après, à côté de ça, c'est pour ça que c'est une réponse à strate, tu vois? Il y a plusieurs, couches. Après, est-ce qu'il y a un lien? Oui, parce que, enfin, souvent les personnes qui sont dans le milieu scientifique, considèrent leur, objet d'étude comme quelque chose de très artistique, hein. Le Mmh. langage mathématique, pour certains, ça est considéré comme, une forme d'art et cetera. Donc oui, il y a aussi des liens qui se jouent là. C'est pour ça que je dis pour moi, il y a une réponse c'est une réponse multiple. Donc pour moi, c'est multiple, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est le lieu d'une construction culturelle. Je veux dire, par exemple, au Moyen Âge, on étudiait, l'art, et à la fois les sciences, l'astronomie et cetera. Enfin, c'était pas il n'y avait pas de Ouais, il y avait pas séparation, en fait, entre les ouais, 2. Enfin, je veux dire, entre les 2. ça faisait partie du historiquement, culturellement, enfin, il faut pas oublier que nos rapports, nos façons d'être vis-à-vis de la science et vis-à-vis de l'art sont aussi le fruit de construction sociale, culturelle et cetera. Et donc, c'est aussi intéressant d'aller lire ou d'aller voir comment les choses étaient vécues avant et comment les mutations, les transformations ont eu lieu au cours du temps et comment les choses ont évolué et pourquoi ça a Mmh. évolué de cette manière-là. Pourquoi Ouais, aujourd'hui, la science, c'est quelque chose de très sérieux, qui est un peu pignon sur rue et cetera et versus l'art qui est, volatile, qui est, où on associe l'art à quelque chose de parfois un peu inutile et cetera et mmh. notamment pendant le confinement, on l'a bien ressenti. Je veux dire, où les lieux culturels ont fermé. Enfin, je veux dire, où on sentait bien que c'était pas pensé sur un même niveau. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Voilà. complètement. Donc Et c'est vrai, en plus, ce qui est dommage, et le fait que tu reparles du confinement, ça a été terrible, hein, moi je l'ai très mal vécu, hein, le fait que l'art et la culture soient mis, de côté, alors que comme c'est étant nécessaire. Mmh, des mmh mh. entités, comment on disait ça? Non essentielles. Moi, Exactement. ça m'a vraiment meurtri, surtout qu'au final, tout ce qui touche à ce qui est essentiel, je vais mettre de côté tout ce qui est, agroalimentaire, mais Mmh, mmh, mmh tout mh. ce qui est, de l'ordre de l'éducation, de la science,
en fait, c'est ce qui a toujours permis au final aux artistes d'avoir les clés et les outils pour Mmh. penser le monde, en fait. Donc le Oui, fait de dire: «Bah, écoutez, la science, on va vous mettre, d'un côté et puis les artistes, on va vous enfermer de exactement. l'autre côté», bah, en fait, il y a un champ des possibles qui s'est fermé, en fait, pour beaucoup de personnes et j'ai trouvé ça vraiment dommage et d'autant plus, je me suis dit: «Beh, heureusement qu'il y a quand même, les réseaux sociaux». Il y a Mmh on mh, peut mmh. dire beaucoup de choses, négatives sur les réseaux sociaux, mais heureusement qu'ils existent, que des plateformes et des technologies ont été développées justement pour permettre à des personnes qui n'ont plus accès à des lieux physiques, de pouvoir quand même s'exprimer. Mais c'est vrai que Mmh ça a mh, été une mmh. véritable violence verbale Oui, de dire c'était une violence symbolique, ah il mais faut le dire. complètement, dire que l'art et la culture, c'est Mmh non mh, mmh. essentiel, je trouve ça hyper violent et ça m'amène une question du coup, toi, comment, tu te sers justement de la science et des technologies de façon générale qui s'offrent, à nous aujourd'hui pour vivre de ton activité avec, Stellarius, pardon? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que comme d'un côté je nourris une démarche artistique, enfin par exemple j'écris, je fais de la photo, Mmh. je crée des choses, et par exemple les soirées, pour moi c'est de la création. Même Stellarius pour moi je l'imagine comme une œuvre d'art sur du long Ah terme, beh, tu je suis sais? complètement Que je d'accord, hein. peaufine comme un sculpteur, tu sais? Tu sculptes, tu retravailles et cetera, et comme une part de moi est nourrie de ça, quand j'entre dans l'espace, dans la dimension scientifique, la science est encore le lieu de quelque chose qui m'émerveille, moi. Enfin, je veux dire, Mmh. quand je lis des publications scientifiques qui sont bien rasoirs, eh bien, à l'intérieur, j'arrive à ressentir des espaces d'émerveillement, de choses qui ça Mmh. vient allumer des choses en moi. Je me dis: «Waouh, là, ça c'est beau» ou ça, «Ah mais ça, il faudrait le partager parce que ça il y a de la beauté dans Ouais. ça, là, il y a de la réflexion, là, il y a» et cetera. Et je pense qu'aujourd'hui, les chercheurs, chercheuses en sciences, du fait de faire que beaucoup de sciences, il y a quelque chose qui s'est désaffecté Mmh. dans la science. L'émotion, le beau, l'émerveillement, toutes ces choses-là se sont fait la malle et du coup, la science doit être quelque chose de très, Le aseptisé, froid, de ouais, froid, froid. et c'est en ça que je trouve que faire dialoguer la science et les sciences humaines avec la littérature orale, c'est Mmh. aussi pouvoir remettre de la beauté dans quelque chose qui est censé être, aseptisé, tu vois? Mmh. C'est comme une terre qui a été laissée et sur laquelle on va recultiver des choses, on va replanter et on va voir ce qui va pousser. Et pour moi, du coup, je me sers de la science de cette manière-là. C'est-à-dire que Mmh. je lis beaucoup, j'ai de la science, je me tiens vraiment informée et j'essaie de détecter dans ce que je lis les pièces, les morceaux, tout ce qui pourrait, les fragments qui pourraient susciter quelque chose chez les gens. Donc, et ça, maintenant, D'accord. avec l'expérience et avec le temps, bah, ça se fait de manière très fluide, quoi. Tout de suite, je vois, oui, ah, mais ça, il faut absolument que j'en parle parce que ça, c'est beau, ça, c'est poétique, c'est voilà. Donc Ah bah, super. science, comme ça. Après, au niveau des technologies, quand tu dis technologie, qu'est-ce que tu veux dire, par technologie? Comment j'utilise, Bah, typiquement, je parle souvent de techno ou de plateforme. Moi, j'aime beaucoup, les textes, en fait, que tu écris, et que tu partages sur Instagram, notamment. Donc pas on va dire techno au sens réseau social. d'accord. Tu vois, tu partages des textes sur ta vie de famille, ta Mmh, mmh, perception de mmh, la mmh, mmh, mmh. société et en fait, ça se matérialise hyper bien dans ce je trouve, dans ce à quoi on peut s'attendre quand on fait appel à l'observatoire, en fait, Stellarius et du coup, c'est en ce sens-là que je te demandais comment tu allies les 2 pour Mmh, 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 raccrocher mmh. justement les gens, à l'observatoire? Alors, du coup, hem, alors en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai une position un peu, bon, j'ai pas un bon avis sur les réseaux sociaux. Voilà, je le Mmh. dis, de manière très honnête. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a les personnes qui en fait, il faut penser le réseau social comme un espace, comme les classes sociales, en fait, c'est-à-dire avec un capital. Le follower, c'est comme un capital, tu vois? Mmh. Qui peut être transformé en capital, économique, je veux dire, puisque, ben, ça peut être Ouais. des personnes qui peuvent t'acheter quelque chose ou le nombre de followers peut te faire vendre faire faire des pubs, des placements de produits, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que
sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont déjà énormément de followers, qui ont déjà beaucoup de visibilité, vont en avoir encore plus. Ça appelle, enfin, je veux dire, il y a le beaucoup appelle le encore plus. Enfin, il y a un effet Ouais, comme ça. c'est ça. Et du coup, la richesse, entre guillemets, le capital des followers, l'attention des gens, ne ruisselle pas vers le bas. C'est-à-dire que quand tu es tout petit sur Instagram, bah, c'est très dur de percer, en fait, parce qu'il faut beaucoup de temps. On te dit, bah, il faut faire comme ci, comme là, etc. Donc, en fait, pour pouvoir coller aussi à ce réseau-là, ça suppose aussi de suivre les règles d'un jeu qui ne sont pas en faveur, en fait, des personnes qui ne veulent pas être dans une forme de capitalisme, en fait. Alors, je sais pas si je suis Ouais, claire en tout à disant fait. ça. Bon. Non, mais tu es très clair. C'est sûr que se conformer en effet au fonctionnement d'un algorithme dont l'objectif est de générer des revenus auprès des personnes qui s'engagent sur la plateforme, Exactement. fait que quand tu es dans un processus créatif en mouvement ou, heu, ou en démarrage, tout C'est simplement, ça. bah, c'est difficile et ça peut te couper dans ton élan parce que tu dois te conformer à des choses, Beh, qui sont pas exactement. naturelles pour toi, tu Et vois? tu vois, on a Mmh. l'exemple qui pour moi, illustre bien, c'est le récent changement d'algorithme qui a Mmh. décidé de privilégier davantage les vidéos Les que la vidéos, photo, par exemple. Et donc du coup, bah, c'est comme tout système enfin, oppressif, il est jamais en faveur des personnes qui se sentent oppressées. Donc du coup, mmh, bah, ceux qui ont déjà beaucoup de followers, qui ont de la visibilité et tout, bah, pardon, je vais être un peu vulgaire, ça les emmerde, mais pas mmh, mais que dans une certaine mesure, tu vois? Mais pas c'est les ça. personnes qui ont besoin de montrer leurs photos ou leurs écrits et cetera et vont se voir impactés. Le système n'est pas en leur faveur. Et l'autre chose qui se Mmh, passe, c'est que les personnes qui détiennent le capital following, non mmh, seulement ne vont pas faire ruisseler ce capital vers d'autres créateurs. Je veux dire, oui, c'est mmh. pas parce que tu cites occasionnellement quelqu'un que ça va tout changer pour la personne. Il faut des fois Ah citer bah, c'est plusieurs clair. fois la personne, etc., pour que ça ruisselle vraiment, tu vois. Je veux dire, bon. Mmh, Et ce qui se passe aussi, c'est que les personnes qui ont le plus de followers, et c'est pour ça que je te dis, ça ressemble vraiment quand tu lis le travail du couple Charlot-Pinson, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les classes dominantes privilégient un entre-soi. On se fréquente entre nous. Enfin, je mmh. veux dire, il n'y a pas de ruissellement, il y a un entre-soi, il y a tout ça. Ben, là, enfin, pour moi, Instagram, c'est pareil. C'est-à-dire que les personnes qui détiennent le plus de followers vont se liker entre eux, vont se renvoyer la balle alors que la personne a déjà 90 000 followers, tu vois. Ouais, c'est Je veux clair. dire, bon, Mmh. et il y a un entre-soi. D'ailleurs, tu le vois, moi, ça, c'est un truc que j'ai fait dans mes observations, où tu vois les personnes qui ont 200 000 followers, etc., qui vont aller commenter le copain ou la copine qui est à peu près au même niveau de followers, etc., tu vois. Mmh. Mais on ne verra pas ces personnes-là aller commenter quelqu'un qui a 45 followers. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu vois. Mmh mh. Et donc, je veux dire, je dis pas qu'il ne faut pas utiliser les plateformes. Je dis pas, enfin, le truc, c'est pas une condamnation, encore une fois, c'est juste essayer de Une mettre observation. une observation, de mettre en réflexion des choses et savoir à quoi s'attendre dans ces espaces-là. Donc, je dis pas, bien sûr, qu'il y a des photographes, par exemple, des photographes qui peuvent avoir beaucoup de followers, mais pour Mmh. avoir parlé avec des personnes en message privé ou de manière générale, il y a des gens, oui, ils ont beaucoup de followers, mais ça ne va pas, enfin, ils ne vont pas vivre de leur activité pour autant, ou ils vont échanger qu'avec une très petite poignée de personnes, etc. Donc, les réseaux sociaux, c'est ça. Je veux dire, pour moi, en tout cas, c'est avoir conscience que si tu décides de ne pas jouer dans les règles, ça veut dire qu'il faut renoncer à une forme de croissance et Mmh. de visibilité de cette manière-là. De cette manière-là et puis surtout, ça permet aussi, quand on en est conscient, de développer d'autres moyens, C'est ce que on j'allais va dire. dire, d'asseoir sa notoriété. Parce que moi, ce que je remarque, souvent, c'est que les personnes en oublient l'environnement dans lequel ils vivent C'est ça. et on commence toujours par vendre ses œuvres, ses Mmh mh. services, artistiques
autour de soi. On commence par ses proches, on commence par son village, puis par son Exactement. agglomération, puis le pays, puis l'international. Enfin, et c'est pas au travers, et ça c'est une conviction personnelle, moi qui ne m'inscris pas du tout, mais pas du tout, dans le fonctionnement des réseaux sociaux. C'est quelque chose que les personnes doivent comprendre et doivent surtout, et là je dis doit, mais je devrais pas, mais il faut l'intégrer en fait. Mmh, Surtout mmh, 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 mmh. quand on est artiste et qu'on Mmh. souhaite vraiment vivre de son art. Et je vais expliquer aussi ce que j'entends par vivre de son art. C'est certes avoir un écosystème financier, économique qui nous permette d'avoir on entend souvent parler de lifestyle, mais tout Mmh, mmh, simplement mmh, d'avoir mmh, le mmh, mmh. style de vie qu'on souhaite avoir, tout simplement. Et Oui. ça peut être un style de vie classique, luxueux, enfin, c'est propre à soi, Mmh, mmh, son mmh. style de vie, mais aussi, ça doit permettre d'asseoir aussi sa notoriété, au sens non pas visibilité, parce que être visible Mmh, maintenant, mmh, mmh. on le voit, il suffit d'aller faire, entre guillemets «des vidéos un peu rigolotes», Mmh, mmh, sur mmh, mmh. TikTok, pour être visible. Mais c'est surtout de se dire: «Voilà, moi je suis, la boutique expérience. Si un artiste rentre en contact avec mon entreprise, il saura que le cheminement que je lui propose lui permettra vraiment d'avoir ce style de vie Oui. auquel il aspire». Et de la même façon, de ton côté, avec l'Observatoire Stellarius, ta notoriété doit te permettre de faire en sorte que les personnes qui rentrent en contact avec Stellarius se disent: «Je vais passer un super moment en apprenant de nouvelles choses sur Exactement. l'astrologie avec une expérience autour de la littérature orale, du conte, et Et cetera». cetera, c'est Et ça. ça va s'ancrer en fait dans ma mémoire, en me disant: «Bah, si j'ai encore envie de passer un bon moment, sur ces sujets-là, bah, je vais aller voir Stellarius, en fait». Exactement et pour, rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, comme tu dis, l'idée, c'est pas de chercher de la visibilité, c'est chercher de la Mmh, notoriété, en fait et c'est la notoriété qui va faire que les opportunités vont s'offrir exactement. à soi et Mmh, donc en ça par rapport aux réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux. Ça veut dire que là aussi, il faut être créatif. C'est-à-dire on n'est pas obligé de suivre les règles. On peut aussi prendre la tangente par rapport aux réseaux sociaux et on peut mmh. faire différemment sur un réseau sur, Instagram donc par Ou exemple ailleurs, ouais. ou Mmh, ailleurs. Donc par exemple, tu vois, moi je ne publie qu'une fois par semaine. Une photo, du texte, parce que j'aime écrire, j'aime faire de la photo et dans mes stories, c'est une seule slide la plupart du temps et je dis aux gens ce qu'ils vont voir dans mon post voir dans le post, ouais. et je leur laisse le choix de venir ou pas me lire. Parce que Mmh, la course à l'attention des gens, moi, c'est pas mon délire. J'ai pas envie mmh, d'être là: «Hé, regardez-moi, je suis là, venez, venez», non merci. Enfin, tu vois? Je veux dire, par mmh, contre, si tu veux venir me rencontrer, si tu veux qu'on échange parce qu'on est des êtres humains et que, du coup, l'échange passe, voilà, c'est ce que moi je recherche, c'est de l'échange mmh. et du fait voilà, de pouvoir, rencontrer des nouvelles personnes, d'ouvrir mes horizons. Là, c'est OK, tu vois? Mais aller, «racoler» entre guillemets, tu vois? Non, j'ai pas envie de ça. Enfin, tu vois? C'est pas Ouais, du bah, tout mon délire, du tout. ah ouais, je comprends parfaitement et en plus, je disais dernièrement à une cliente, en fait, que le véritable but des réseaux sociaux, et là, pour le coup, faut que ça s'ancre de plus en Mmh, mmh, plus, mmh mh. chez les artistes, c'est de créer des espaces de dialogue. Ce n'est que Exactement. ça, en fait. Oui, Tu exactement. crées un espace de dialogue au Mmh, mmh travers mh. de ton œuvre, de ce que tu fais, de ce que tu dis, et ensuite, comme tu l'as dit, des opportunités se créent. Et si on reste ne serait-ce que sur ce principe-là, le réseau social, quel qu'il soit, il ne devient Oui, plus une contrainte, en fait, parce que exactement, c'est ça. tu ne fais que mettre ce que tu souhaites mettre, Voilà, et c'est après s'il exactement y a ça. quelque chose qui se crée avec un type de personne, C'est bah, c'est ça. tout bénef, en fait. Ouais, C'est tout à fait. exactement ça et l'autre chose qui me paraît aussi importante, c'est de bien saisir qu'en fait, le réseau social nous fait croire des choses. Enfin, c'est ce fameux récit qui est mis Mmh, en œuvre, hein, comme, ça on a enfin, quand on est artiste ou qu'on est entrepreneur, on a l'impression qu'il faut à tout prix être, dans ces espaces-là parce que c'est les seuls endroits où on peut vendre, c'est où on ça. peut vivre de son activité. Mais en fait, c'est comme, l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, quand on éteint son téléphone ou son PC et cetera, on sort du réseau social, il y a la vie, quoi. Il y a les gens autour, il y a des vies, Mmh, beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux, mais c'est pas l'intégralité de la population
du Exactement. pays, tu vois? Donc, je veux dire, penser que tout se fait là, en ligne, c'est une erreur, magistrale pour moi. Mais De de toute le façon, penser. c'est ce que le réseau social essaie aussi de faire croire, au final, Mais donc oui, mais c'est pour ça que je te mmh, dis qu'on est dans cette logique d'oppression, aussi, mmh, capitaliste et tu vois? Le réseau social veut qu'on reste sur le réseau social parce que le réseau social, ça se fait du pognon sur notre attention et donc mmh, les personnes qui ont beaucoup de followers, non seulement plus tu augmentes ton nombre de followers et plus tu t'exposes aussi à avoir des cons, exactement. hein, disons-le, enfin on Mmh, va le dire comme ça, mais des haters, des choses qui sont négatives pour soi. Ça veut dire que tu deviens, tu es pris dans un rouage qui fait que tu peux pas ralentir ou arrêter ou et d'ailleurs on l'a vu avec les changements d'algorithme, mmh, les comptes un peu historiques, c'est-à-dire notamment les mamans influenceuses et cetera, le taux mmh, d'engagement a chuté. Je veux dire, ça se voit, genre donc ça montre bien que, qu'il y a une fragilité, qu'il y a aussi, dans le système, des choses qui ne marchent pas et donc, selon mmh, moi, dans la démarche, entrepreneuriale ou artistique, c'est intéressant d'en avoir conscience et de jouer avec les mmh, failles. C'est un complètement. système, il y a des failles et comment je joue avec ces failles-là? Donc, ça peut ne pas suivre les règles, poster qu'une fois par semaine, ouvrir juste un espace de dialogue et ne se servir du réseau social que pour ça et pas forcément pour, aller faire des ventes ou aller, voilà, rechercher ce type de choses. Enfin, tout est possible et en fait, il n'y a de limite que sa créativité finalement, Mmh, et tout la à fait. plateforme qui voilà, bon. Mais il y a plein de gens, qui font des choses assez chouettes, mais des gens qui vont pas faire partie des gros influenceurs, quoi. Ouais, c'est ça, exactement Et et du coup, l'important, c'est d'arriver, comme tu l'as dit, à naviguer oui, avec ces choses-là, mais dans son intérêt quand même et puis exactement. de rester motivé, en fait. Surtout quand on est dans des, tu vois, dans des impasses créatives, Mmh, parce mmh, que mmh. la créativité n'est pas linéaire, hein, on n'est pas, Non, c'est ça. créatif, tout du long. Je trouve aussi que dans ces moments d'impasse, on peut être tenté d'être encore plus happé par le Oui, monde des oui. réseaux sociaux à créer des choses de façon, robotique et mécanique, en fait et le fait de se dire, «Bon, bah, là, je j'ai pas d'idée, j'ai rien à Mmh, mmh, proposer, mmh, 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 mmh. je vais simplement discuter avec des gens sur les réseaux sociaux», Exactement. bah, c'est OK, en fait. Il y a pas de souci à ça. On peut pas constamment, être en train, de nourrir une bête là Ça, exactement. qui au final vit sur notre dos, hein, clairement donc non là-dessus on est complètement Mais en tu vois, phase, mais c'est Mélissa. important de le redire parce qu'en fait, on est tellement baigné dans ça qu'on se dit: «Mais est-ce que faire autrement, c'est possible?» Oui, Mmh. c'est possible. Ah mais Ça veut pas complètement. dire que ça marche tout de suite parce que rien en réalité ne marche, instantanément. Est-ce que l'instantané est souhaitable aussi, tu vois? Est-ce que des fois, Ouais, aussi, le aussi. fait de vivre aussi tout le cheminement, ça fait partie aussi du De voyage quoi, enfin l'apprentissage, de du voyage, l'apprentissage, de l'aventure, exactement. enfin tu vois? C'est bon, donc le rappeler que, par exemple, moi sur Instagram, je viens très péniblement d'atteindre 200 followers et Mmh. pourtant, tu vois, j'ai des projets, il se passe des choses pour moi et je parle pas là en nombre d'euros et combien de j'ai pas, une entreprise à 6 chiffres, ce genre de truc, non. Mais moi, dans ce que moi j'ai envie de vivre pour moi, dans mon idée, je crois que quand on entreprend, l'idée c'est d'en faire comme une aventure. Enfin, tu vois, Ouais, exactement. tu vois, un jour je me dis, on touchons du bois, mais on va dire un jour, on aura 80 ans, 90 Mmh. ans et l'idée souvent je me dis, je m'imagine, je me dis: «Mais j'aimerais me retourner sur moi-même en disant: voilà, j'ai vécu intensément». Mmh. Intensément ne veut pas dire qu'il Que faut, tu t'es brûlé, voilà, ouais. qu'on se brûle parce qu'on peut être dans l'intensité sans forcément, être, tu vois, faire des choses extravagantes. Mmh. Mais, de me dire: «Bon, est-ce que j'ai vécu, est-ce que ça a été une aventure pour moi? Est-ce que j'ai Mmh. vécu quelque chose qui avait du sens? Est-ce que j'ai vécu des rencontres, des prises de Mmh. conscience, des déconstructions, des tout ça?» C'est tout ça qui est intéressant d'être vécu. Donc l'idée, c'est que, voilà, le réseau social, si il permet d'amener de l'aventure à ce qu'on veut faire ou si cela permet de créer ou OK, mais tout ne se fait pas là, en fait et du coup, il y a Mmh. une Complètement. multitude, façons de vivre
et de vivre de son art, Mmh. de son entreprise. Et Et du d'ailleurs, Mélissa, en tant que femme, scientifique, artiste et entrepreneur, tu parlais de tes projets oui. justement en dehors du monde des Mmh. réseaux sociaux. C'est quoi tes principaux challenges au quotidien justement pour faire, fructifier tes activités? Bah, alors quand tu dis challenge, dans quel sens en fait? Je Bah, challenge au sens, choses que tu souhaites, créer de complètement nouveau, des services, des projets nouveaux que tu souhaites faire. Est-ce que tu fais ça de façon complètement fluide et sans contrainte ou, tu dois également naviguer avec des contraintes pour pouvoir les faire? Bah, alors après, je pars de l'idée qu'on navigue toujours avec des contraintes. 0 Mmh. contrainte, c'est rare. On navigue toujours, il y a un chat qui va passer, attention, voilà. Bonjour! Et en En plus, fait, je l'ai entendu, je dis: «Ah, il y a quelqu'un qui va nous faire, ça, parce un qu'en petit fait, coucou». elle veut boire et donc le verre est juste à côté, donc J'adore. voilà. Donc je vous présente, c'est Vega, un des chats Bonjour qui a Vega. un nom d'étoile. Oh, trop C'est bien. là et donc oui, bah, je pense qu'on doit toujours, naviguer, avec des contraintes. Mmh. Maintenant, comment je challenge ça? C'est-à-dire que j'ai eu une grande prise de conscience à un moment donné où je me suis rendu compte que, je ne devais pas attendre, que les choses arrivent de l'extérieur. C'est-à-dire que Mmh. si je devais attendre qu'on me sollicite pour, tel ou tel projet, si je devais attendre qu'on me sollicite pour, je sais pas, faire une résidence, d'artiste ou, pour faire une expo photo ou pour faire les choses, bon, bah, je peux attendre parfois très longtemps, quoi. Ça Ouais. peut ne jamais arriver. Donc la prise de conscience et la manière que j'ai de naviguer avec Stellarius, c'est que je veux pas être le personnage de mon aventure, je suis l'autrice de mon aventure. Mmh. Il y a une nuance, c'est-à-dire que quand tu es le personnage de l'aventure, eh bien, en fait, il peut t'arriver des péripéties, mais qui t'arrivent toujours de l'extérieur. Quand tu es auteur, de ton aventure, de ce récit-là, ben, en fait, c'est toi qui décides. C'est la prochaine étape, ce qui va arriver, en fait. Donc, pour Stellarius, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire que soit les gens viennent à moi et me disent, bah là, on a tel projet, est-ce que ça t'intéresse d'en faire partie? Et donc là, ben, selon, je dis oui ou non. Mais la plupart du temps, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de créer et comment je vais m'y prendre pour le faire, de quoi ai-je besoin, etc. Et puis je le fais comme ça. Voilà. Et Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à un post, que tu avais fait sur Instagram. Moi, je lis beaucoup sur Instagram contrairement aux gens qui regardent les vidéos. oui, Et tu avais écrit, je me l'étais noté d'ailleurs: «Seul vole celui qui ose le faire». oui. Et ça, j'avais trouvé ça super beau et ça résume bien ce que tu viens de dire dans l'idée de ne pas, systématiquement attendre que quelque Oui, chose arrive, mais plutôt bah, de le provoquer en fait, à le il y a provoquer, c'est exactement. ça. Alors j'ai un conte que j'adore que bon je vais pas le conter, je vous le raconte vite fait parce que sinon il serait très long, mais Mmh, c'est l'histoire d'un jeune homme comme ça qui, lui est pauvre et il est en galère et mmh, mais son frère lui, tout lui sourit, tout se oui, passe souris. merveilleusement bien et cetera et un jour ce jeune homme a besoin de se nourrir donc il va dans le verger de son frère prendre un fruit et là une personne l'arrête et l'empêche de prendre la pomme et donc Mmh, l'homme dit: «Mais qui êtes-vous?» et donc la personne, se présente en disant: «Je suis le destin de ton frère». Et donc mmh, en fait, l'homme qui est pauvre, qui a besoin de se nourrir, dit: «Mais tu es le destin de mon frère, mais comment ça se fait que tout lui sourit, que tu as bien travaillé pour lui et moi mon destin il est où en fait?» Et le destin du frère lui répond: «Bah, ton destin est dans une oasis de rêve, au cœur du désert». Et voilà l'homme qui se met en route pour aller rencontrer, à la rencontre de son destin. Et donc en chemin, il croise un loup, le loup décide de ne pas le manger. Le loup est malade et donc le jeune homme demande, lui explique qu'il va à la rencontre de son destin. Le loup lui dit: «Bah, écoute, quand tu auras rencontré ton destin, pourras-tu lui demander pourquoi le loup qui vit, près de la ville est malade?» Le jeune homme mmh, promet, hop, il remet le chemin sous ses pas et cetera. Il arrive aux portes d'un premier désert. Dans une maison vit une jeune femme. La jeune femme est très belle, mais dans ses yeux, il y a un voile de tristesse. Il mmh, passe la soirée avec elle, il raconte qu'il va à la rencontre de son destin. La jeune femme lui dit: «Quand tu l'auras, retrouvé, pourras-tu lui demander pourquoi la jeune femme qui vit dans la maison aux portes du désert est si triste?» Il promet, il remet le chemin sous ses pas.
Il arrive dans une forêt, il y a un arbre, l'arbre est plus petit que les autres, il échange avec cet arbre, l'homme explique qu'il va chercher son destin. L'arbre lui demande s'il peut demander à son destin pourquoi l'arbre de la forêt est-il plus petit que les autres, etc. Donc il y a toute une histoire comme ça, et donc c'est pour ça que je vous la fais très courte, parce que elle est beaucoup plus longue quand elle est contée. L'homme arrive dans l'oasis, il retrouve son destin, le destin s'excuse de ne pas avoir été là, il dit écoute, voilà ce qu'on va faire, je vais te précéder, je vais ouvrir le chemin, je vais aller t'attendre chez toi. Mais surtout n'oublie pas en chemin de saisir ta chance. Et donc voilà le destin qui s'en va, le jeune homme remet la route sous ses pas, et quand il revient dans la forêt, eh bien en fait il retrouve l'arbre, et l'arbre lui dit bon, alors tu as trouvé ton destin, oui, lui as-tu posé la question, oui, en fait si tu es plus petit que les autres, c'est parce que dans tes racines il y a un trésor, et si on retire le trésor, tu vas te mettre à pousser à grandir. Et là l'arbre dit bah, écoute, c'est parfait, voilà ce qu'on va faire, puisque tu m'as rendu ce service, bah, prends le trésor pour toi, et puis et comme ça, c'est la moindre chose que je puisse faire pour toi. Sauf que l'homme dit non, oh là là, moi j'ai pas le temps, je dois aller retrouver mon destin là qui me précède, j'ai pas le temps. Et le voilà qui passe son chemin. Il arrive à la maison au port du désert, il revoit la jeune femme. La jeune femme lui demande quelle a été la réponse du destin, et le destin a dit en fait c'est que si la jeune femme dans la maison est si triste, c'est parce qu'elle attend l'amour. Elle voudrait vivre une histoire d'amour. Donc, comme le jeune homme est à son goût, elle lui propose, elle dit, si tu veux, viens, reste vivre avec moi, dans ma maison, au bord du désert, et soyons heureux ensemble. Et alors, oh là là, mais j'ai pas le temps. C'est ça, moi je dois aller retrouver mon destin qui me précède, etc. Voilà. Et le voilà à nouveau face au loup aux portes de la ville. Et donc il échange avec le loup, il explique tout ça, il raconte qu'il est retourné, qu'il a vu l'arbre, la jeune femme, etc. Et donc le loup demande alors que tu as dit de ton destin par rapport à moi. Et donc le jeune homme répond en fait mon destin m'a dit que tu es malade et que pour pouvoir retrouver la santé il faut que tu manges un idiot. Et donc le loup dit à ton avis comment appelle-t-on un homme qui refuse la richesse et l'amour? Alors le jeune homme en fait dit c'est très simple, un idiot. Et là le loup fond sur le jeune homme et il le mange. Et le destin qui était chez le jeune homme, au bout d'un certain temps, on a marre d'attendre, il retourne dans l'oasis de rêve. Mais ce que nous dit le conte, c'est que quand sur le chemin de la vie, quand la chance s'offre à toi, n'oublie pas de la saisir. Et c'est tout ça le récit. Bon, là je vous l'ai fait vraiment très très court, très condensé. Très genre bon, c'est pas du tout voilà, mais c'est ce que j'aime dans ce récit-là, c'est qu'en fait, parfois il faut saisir, il faut provoquer la chance. Il ne faut pas attendre qu'elle arrive. Et donc ça passe aussi par le fait d'être à l'origine, d'être auteur de ses propres projets et de dire bon je sais pas, j'ai envie de faire, par exemple là j'ai fait une expo photo, j'aimerais en faire une deuxième, mais je réfléchis, je me dis dans quel lieu je pourrais le faire, est-ce que je connais pas des gens dans mon entourage qui pourraient mettre à disposition un local ou quelque chose, de pas attendre que quelqu'un me découvre et se disent j'aime bien ce que tu fais en photo et j'aimerais beaucoup t'exposer, tu vois. Non. T'exposer, ouais. Alors, pour moi, ça peut être bien si ça arrive, mais je veux dire, si ça n'arrive pas, ce serait dommage de ne pas le faire parce que personne ne m'aura vu ou n'aura jugé que mes photos peuvent être exposées. Enfin, tu vois. Et ça, c'est dans le milieu artistique en France, c'est très franco-français, ça. En fait, clairement. Il faut être découvert. Et il faut que des personnes de l'extérieur te valident. Et valident ton art. Si des gens ne disent pas que ah oui, non, mais là c'est un grand photographe, une grande artiste, il se passe rien. Je veux dire, c'est ça, il faut toujours d'une certaine façon être adoubé par une entité supérieure. Exactement. Pour pouvoir être vu des autres, alors que pas du tout. Et que c'est vrai, et je te remercie pour le conte condensé qui est en étant condensé très très beau. Parce que en effet, ça montre aussi que quand une opportunité, la chance est à nos pieds, comme tu l'as dit, si on ne se baisse pas pour la récupérer, on n'arrive pas au succès qu'on mérite, quoi. Mais c'est ça, et à la fois, il y a une notion du fait de se saisir de quelque chose, mais de provoquer aussi les choses. Je veux dire, parfois, être dans l'immobilisme ou dans l'attente, ça peut... Enfin, il se passe rien. Je veux dire, le truc, c'est de... Enfin, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de mettre des choses dans le monde. Tu vois, tout à fait. Il y a une artiste que j'aime beaucoup qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle Nathalie Séjean.
qui parle du fait d'être exprimé, mais c'est assez juste, tu vois? Je veux dire, Mmh. donc si on doit attendre que tout le temps qu'il se passe des choses et aussi d'attendre de la notoriété ou de la reconnaissance de la part d'une société qui a des travers aussi, je veux dire, on peut attendre très longtemps. Déjà, Ah, c'est clair. donc comment se donner de la reconnaissance à soi-même? Eh bien, bah, ça passe par le fait d'être l'auteur de de son propre récit d'une certaine manière. C'est-à-dire que bah, là, par exemple, j'aimerais beaucoup faire une expo photo. Bah, je réfléchis, il y a une personne qui m'avait proposé quelque chose, donc ça reste dans un coin de ma tête. Et puis je me dis, Mmh. bon, bah, comment je pourrais trouver, est-ce que j'ai pas dans mon réseau quelqu'un, etc. Donc ça aussi, c'est-à-dire que l'importance du réseau, je veux dire, qui se fait pas Mmh. que sur le numérique, je veux dire, dans le Ah bah, numérique, c'est l'influence clair. numérique. Bah, parce que, bah, voilà, ça peut être, voilà, j'ai envie de faire ça ou là, par exemple, on est en train de je suis en train d'organiser un voyage d'études, en Écosse, qui devrait se faire au Mmh. mois de mai si tout va bien et du coup, bah, à la fois, pour l'Écosse, ben, il y a ma volonté, la mienne d'aller faire un voyage d'études là-bas, et à la fois, ben, j'ai aussi reçu des invitations de personnes qui m'ont dit: «Ben, voilà, on peut te mettre en relation avec d'autres personnes et cetera pour rendre le voyage d'études beaucoup plus, riche, beaucoup plus, tu Mmh. vois?» Donc il allons-y, quoi. À un moment donné, Ouais. il faut y aller, comme on dit, tu vois? Et par exemple, c'est pareil pour l'histoire des résidences artistiques et cetera. Tu vois, là, récemment, je parlais avec des artistes, ben, ils sont obligés d'attendre qu'on leur mette à disposition et tout. Donc et là, c'est Nathalie Séjean, hein, qui en parle très bien. Elle a fait un atelier qui s'appelle Faire, qui est très intéressant, où Mmh. elle dit, ben, par exemple, elle organise ses propres résidences, chez elle, Mmh. et puis, bah, avec des personnes et puis ils disent: «Bon, bah, pendant, je sais pas, 48 heures, 5 jours, peu importe, enfin, et on va créer». Mmh. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est on est à un point maintenant où il faut renverser aussi les façons de penser, renverser les codes, renverser je veux dire, on n'est plus dans un temps où l'artiste attend son mécène, attend Ouais, la tout à fait. validation du public ou des esthètes qui, eux, vont juger que ton travail, enfin, on n'est pas au masquer la plume, là, tu sais, genre, tu ne peux Mmh. pas, enfin, à un moment donné, on se doit à soi d'y aller, Ouais. de s'exprimer, de mettre des choses dans le monde. Et ces choses-là n'attendent pas une validation quelle qu'elle soit. Voilà. Alors parfois, quand ça arrive, ben, c'est sûr que ça aide. Mais si ça n'arrive pas, il ne faut pas, j'aime pas dire il ne faut pas, mais si ça n'arrive pas, ne pas renoncer, quoi. Tu vois? Ouais, Ne exactement, pas c'est ça. renoncer tout le temps. Non, mais c'est génial. C'est exactement, ce que je pense et que j'essaye et que je me bats pour insuffler ça justement au travers de la boutique expérience et c'est hyper, important de le dire et comme tu l'as aussi mmh, dit durant, notre conversation, de le répéter, oui. parce que beaucoup de personnes s'enferment, beaucoup de personnes sont anxieuses et ont Mmh, peur justement de montrer ce qu'elles font parce qu'elles n'ont mmh. pas été, adoubées par, X personnes, parce qu'elles n'ont pas, X followers, parce que, et ce parce que justement, bah, il tue en fait l'artiste qui est en eux et il tue aussi leur créativité parce Oui, que du coup, bah, ils se sentent cloisonnés et complètement, exactement. les pieds dans le ciment. Ouais, c'est vraiment ça qui me vient en Oui. tête là et puis ils avancent plus quoi. Ils avancent plus, ils y arrivent plus et du coup Mélissa, vraiment un grand merci pour cette conversation et je vais te poser Alors une dernière si tu es question. d'accord, je voulais juste, Ouais, parce que je vas-y. sais que je parle, mais Ouais, vas-y, vas-y. c'était juste pour, par exemple, par rapport à Stellarius, Ouais. il faut aussi comprendre que je suis par exemple, quand j'ai fait ma 1re expo photo, Mmh j'ai mh. pas été validée, hein. Je veux dire, je me suis enfin, je veux dire, j'ai vécu de la violence symbolique, je veux dire, quand je suis allée Mmh. exposer parce que, par exemple, moi, j'aime beaucoup, photographier le quotidien. Je documente le quotidien Ouais, de l'observatoire, tout à sans faire fait. je fais pas d'astrophoto, mais pour moi, l'observatoire étant, à échelle familiale, il y a pas de coupure entre ma Il y a vie pas de perso, frontière il entre y a les pas de 2. frontière, voilà, ça fait partie. C'est pour ça que Stellarius, d'une certaine manière, c'est comme une œuvre d'art un peu, tu vois? Il y a pas de Mmh. frontière, il y a beaucoup de choses qui l'alimentent, mais quand je suis allée faire cette expo photo, j'ai pas du tout été validée, des gens sont passés devant mes photos, ils étaient dédaigneux, enfin, je veux dire, j'ai vécu Mmh. cette violence symbolique, il Mmh. y a des gens qui ont aimé mon travail photo, mais il y a des gens qui n'ont pas aimé et ça n'entrait pas dans les codes de ce qui était attendu et ça, je l'ai ressenti. Est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, je décide d'arrêter de faire la photo? Non. Non. Est-ce que je décide que je vais arrêter d'exposer si j'en ai envie? Non. Par exemple, j'adore écrire, j'écris depuis très longtemps, je rêve d'écrire un bouquin, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire un livre sur l'astro avec les sciences humaines, les contes, etc. Bah, je veux dire, là, il n'y a aucune maison d'édition qui est venue à moi, j'ai pas envie
envoyé non plus de manuscrits, mais je veux dire, je suis pas découverte, tu vois. Il n'y a pas genre sur les réseaux, tu sais, genre non. Je veux dire, est-ce que ça va m'empêcher d'écrire? Mais jamais de la vie. Et si demain il y a pas de maison d'édition, je vais m'auto-éditer. Anaïs Nin voulait écrire aussi, et à un moment donné, elle dit bon si je trouve pas à écrire, elle avait parlé d'auto-édition. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'un moment donné, puisque je peux pas être publiée, je m'auto-édite, c'est pas un souci. Et puis même pour l'astronomie, le nombre de personnes qui me disent, encore récemment, ils me disent c'est chapeau, tu as envie et tout, parce que comme il y a les sciences humaines et les contes, c'est un milieu très masculin. Des fois, c'est aussi très discriminé. Enfin, je veux dire, dans le sens où les gens ne croient pas au projet de Stellarius, des hommes, surtout pas les gens, des hommes, me disent à moi non, mais si les gens t'écoutent, c'est par politesse, ou t'as envie, je suis surpris, etc. Mais la violence, elle est là. Mais est-ce que ça m'empêche? Est-ce que j'arrête de faire ce que je fais? Non, au contraire, ça me nourrit, ça alimente mon feu sacré, tu vois. Mais j'en veux. Du coup, je continue à exprimer, et je vais continuer à m'exprimer sous diverses formes, soit l'astro, les sciences humaines, l'écriture, la photo, enfin peu importe. Et c'est pour ça que je voulais apporter cette notion par rapport à cette histoire de validation. C'est vrai que c'est dur de sortir du regard des autres, de la validation. Et en tant que femme, parce qu'on a intégré le regard de l'homme et sur nous, et de la société qui porte un regard patriarcal. Donc c'est très dur aussi en tant que femme de faire sa place, enfin de prendre, parce qu'on ne doit pas la faire, de prendre cette place-là. Ouais, complètement. Pour toutes ces raisons-là, tu vois, et l'enjeu, et c'est là où il y a un enjeu de taille, c'est d'arriver à s'extraire de cette validation et de dire que ça plaise ou que ça plaise pas, l'important c'est que je sois exprimée, quoi. C'est vraiment. Écoute, tu as raison de m'interrompre, parce qu'en fait, je pense que tu réponds à ma dernière question, en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent. Depuis que j'ai lancé le podcast, ce sont mes statistiques me disent que ce sont principalement des femmes qui nous écoutent. Et tu as déjà commencé à donner tes conseils justement pour pouvoir s'extraire d'une validation patriarcale et masculine. Hein. On va pas. C'est une réalité. On va dire les termes, on va dire les choses. Voilà, c'est ça, c'est une réalité. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une femme artiste qui souhaite justement vivre de son art? Quel conseil tu lui donnerais pour enfin se lancer dans l'entrepreneuriat pour vivre de son art? Alors ça, c'est une bonne question. Conseil, alors est-ce que je suis bien placée pour donner des conseils, plus un retour d'expérience, mais ton expérience, vu tout ce que tu viens de nous raconter, est hyper précieuse. Donc, n'hésite vraiment pas à dire d'y aller, en fait. J'ai envie de dire, vas-y. Mais à ça, j'ajouterai pas courage, non, confiance, parce que voilà, pour toi, femme artiste qui m'écoute, là, qui est en train d'écouter, d'être à la fin de cet épisode de podcast, tu te rends pas encore compte à quel point le fait que tu décides de te lancer, de prendre ce chemin-là, grâce à toi, le monde va changer. Parce que c'est une mise en semence, une fécondation créative du monde, et on a besoin de voix multiples, on a besoin que d'autres personnes se lèvent et y aillent, en fait, prennent la route. Tu vois, c'est un philosophe qui disait, dans la vie, il y a les vivants et les morts, et ceux qui vont sur la mer. Alors, femme artiste, prends la mer. Vas-y. Vas-y. Navigue, ne fais pas partie ni des vivants ni des morts, et prends la mer. Oh là là, c'est magnifique. Voilà. C'est vraiment beau. Merci beaucoup, Mélissa. Dis-nous, je vais mettre tous tes liens en description de l'épisode, mais dis-nous concrètement où te suivre, comment faire appel à ce bel observatoire qu'est Stellarius. Alors du coup, on peut me suivre. Le lieu principal va être le site internet, qui est en train de se refaire une beauté grâce à Mathieu, mon compagnon, mais qui est aussi à la tête du studio de création graphique, Studio M42. Okay. Donc ça aussi, c'est important de s'entourer aussi des personnes qui peuvent aider à réaliser, à mettre en réalité, en fait, ce qu'on a aussi dans la tête d'un point de vue créatif. Donc c'est un super acolyte. Donc là, on retravaille. Donc il y aura le site internet qui est en train de se refaire une beauté. On est en train de faire une nouvelle version. Ensuite, on peut me retrouver une fois par semaine sur Instagram. Donc, je poste un post par semaine. Il y a aussi la newsletter de l'Observatoire que j'envoie une fois par semaine, où je raconte des choses en lien avec l'astro. Par exemple, pourquoi la grande ours est la grande ours, pourquoi au Pays de Galles on l'appelle le char d'Arthur, enfin des choses comme ça, des choses aussi en lien avec le conte. Et une fois par mois, j'écris les miscellanées, c'est-à-dire c'est des sortes de fragments de la vie de tous les jours, dans lesquels je mets des photos, des liens vers des épisodes de podcast que j'ai aimés, enfin voilà, des choses qui viennent nourrir aussi ma démarche. Okay. On peut m'écrire aussi, très simplement. Et si après vous avez envie de collaborer, je suis ouverte vraiment
voilà, il faut pas, enfin, je mords pas. Du coup, n'hésitez pas à m'écrire. Enfin, je réponds toujours aux gens parce que j'ai vraiment à cœur de prendre soin des relations, voilà, quand je crée du lien avec des gens. Donc, si vous avez des idées, si vous avez envie voilà, de faire venir l'observatoire ou même sur d'autres choses, enfin, il y a une amie à moi qui a roulé sa bosse, qui a vécu énormément de choses, qui me dit toujours la demande est libre, la réponse aussi. Donc, n'hésitez pas à demander. Ça mange pas de pain, comme on dit. Ah, super. Bah, écoute, Voilà. merci beaucoup, Mélissa. Cette conversation, je pense elle va voyager de la même J'espère. façon que tu amènes les femmes artistes à naviguer. J'espère justement que Ouais. cette conversation va leur permettre d'ouvrir leur chakra, de voir un champ des possibles et surtout, si en tout cas tu nous écoutes, femme artiste, et que tu te restreins, que tu puisses justement débloquer ces pensées limitantes que tu as depuis Oui. longtemps et qui t'empêchent d'avancer. Donc un grand merci, Mélissa, pour tout ce que tu viens de Mais nous avec plaisir. apporter et Et puis, vraiment, avec c'était vraiment enrichissant et merveilleux. Je ne merci sais à quoi dire toi. d'autre. C'était, voilà, un super moment. C'était très chouette de faire ta rencontre aussi, de cette façon-là. Et femme artiste, on vous attend, ne pas oublier, il y a toujours Exactement, d'autres femmes qui vous précèdent et qui ouvrent la voie c'est ça. et vous allez ouvrir la voie pour les femmes qui viendront après vous et ça, c'est hyper important, donc n'ayez plus peur. Exactement, et cher Et artiste, pour le coup, moi, j'ai en tout cas à cœur ta réussite. Si tu, souhaites justement, transformer ce bel art que tu chéris, en entreprise créative, pas en association, je t'invite à me contacter sur, le site de la boutique expérience.com. Je suis également sur Instagram avec la boutique expérience, où je crée justement de merveilleux espaces de dialogue au travers de ce que je poste, mais surtout en DM. J'avoue que je suis hyper active en DM. Oui, Je discute c'est beaucoup important. avec les gens et Instagram, clairement, ne me sert principalement qu'à ça. Bah, écoute, merci Mélissa, et Merci puis, à toi. nos auditeurs, nos auditrices et les personnes qui nous regardent, pardon, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour un nouvel épisode. À À bientôt. bientôt. Salut, je suis Élodie de la boutique Expérience, qui est une agence accompagnatrice d'artistes pour qu'ils puissent vivre de leur art. Parce que si tu souhaites passer d'une activité artistique à temps partiel à la création d'une entreprise créative et culturelle, tu es au bon endroit et j'espère que ça te plaira. Parce que ma devise est que tout art mérite salaire et qu'on aimerait vivre de notre activité artistique sans trembler et sans suffoquer.